Ah, vous voyez, il se met là. Donc, bonsoir à tous. Ah, excusez-moi, je vais fermer une porte là. Mais bonsoir à tous pendant que vous arrivez là. Donc, je vois qu'il y a un noyau dur qui est toujours présent là. Bonsoir David, Richard, Asqual, Andrea, Hélène. Donc là, c'est un week-end où je fais un stage, où j'anime un stage. Donc, je suis très, très occupé. J'ai même pas encore eu le temps de regarder les mails, les messages, etc. Donc, excusez-moi si vous n'avez pas de réponse peut-être tout de suite. Euh, oui, la règle pour les emails, je veux quand même la rappeler un peu avec moi parce que je reçois tellement d'emails. Donc, si vous n'avez pas de réponse dans les 2 jours, il vaut mieux me renvoyer l'email parce que c'est souvent alors que j'ai eu trop d'emails et qu'alors j'arrive plus à suivre. Et pour vous dire, j'ai dans la boîte inbox, il y a, je pense qu'il doit y avoir 5000 emails. Alors, vous imaginez bien que je vais jamais les lire, ceux-là, hein. Ça, c'est quand vous avez une pile de papier et vous mettez toujours au-dessus ce qui arrive. Et si vous n'arrivez pas à lire plus vite que la pile se remplit, ben, à un moment donné, la pile augmente. Ben, là, c'est pareil. J'essaye de répondre à ce qui me paraît le plus urgent, le plus important. Et après, pour les autres, ça, c'est mes excuses et c'est pour ça que je vous propose de me renvoyer un email si c'est important pour vous ou urgent. Voilà. Ouais. Bah, bonsoir Charles, bonsoir Gisèle, bonsoir David. Oui, David, j'ai déjà vu. Donc là, on est déjà un petit groupe de 17 personnes. Donc il y a quelques bonnes nouvelles. Là, il y a une personne du groupe qui s'est proposé normalement d'imprimer ou de faire imprimer les cônes. Hein, normalement, j'attends la des cônes d'Italie qu'Andrea m'a envoyé pour les Français. Hein, donc, il y en a déjà plusieurs qui en ont réservé un cône. Donc, ne vous inquiétez pas, ça prend juste du temps. Il y a un colis qui est perdu par la poste et du coup, on a dû renvoyer un nouveau colis. Ne vous inquiétez pas. Euh, Ça rentre dans l'ordre. Mais entre-temps, il y a quelqu'un qui s'est proposé de trouver une solution avec une imprimante 3D. Là, on est en train de voir, je lui envoie les plans et normalement, j'aurai des nouvelles d'ici peu pour ça. Ça permettra à chacun à avoir un cône. C'est vraiment très facile alors à faire des spirales comme ça, à différentes tailles, si on veut, de faire facilement une spirale, simplement en enroulant le fil hop, dans la rayure du cône. Donc c'est vraiment super, hein. Voilà. Euh, Très par hasard tout à l'heure, alors, ça il faut que je vous montre un instant, je vais essayer de trouver le livre rapidement. Donc là il y a un livre parce que c'est dans le livre de Callahan. Ouais, c'est un des livres de Phil Callahan que j'ai vu ça. Je vais, je vais vous en parler. Par rapport au cône, justement, hein, donc par rapport aux tours rondes. Parce que là, vous voyez pareil, hein. Vous voyez là le cône, hein. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que là, il parle de la nature, nature silent music. Hein, donc, vous voyez. Et donc, ça, c'est sur les ondes qui nous entourent, naturelles, les ondes de communication des insectes, mais les ondes aussi émises par les plantes et les ondes de type radio naturelles qu'il y a sur Terre, de type comme les ondes Schumann. Hein, c'est vraiment même que dans son temps-là, il ne parlait pas encore des ondes Schumann, hein, mais en réalité, c'est bien cela dont il parle, hein. Et donc, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'un peu par hasard, tout à l'heure, lors du stage, j'ai ouvert ce livre à nouveau et je suis tombé sur une page vraiment
qui fait vraiment penser de nouveau à la coquille d'escargot, hein, mais c'est une antenne d'un insecte. Hein, donc c'est vraiment assez fort, assez intéressant, qu'il y a carrément des antennes comme ça dans la nature, hein, qui font penser à la coquille d'escargot et qui servent à capter des ondes électromagnétiques. Hein. Donc là, je cherche là où j'ai bien la retrouver, cette page. Hein, ou c'est peut-être encore d'un autre livre. Hein, il en a écrit plusieurs. J'en ai plusieurs là. Ouais, c'est peut-être vers la fin. Ah, c'est pas dans ce livre. Je regarde si je vois la vite fait. Ah, voilà, j'ai encore un autre livre de lui. Tuning into Nature. Infrared Radiation and the Insect Communication System. Donc, c'est donc Phil Callahan, c'était aussi Philip Callahan, c'était aussi un spécialiste, un scientifique autour des insectes et de la communication par les ondes des insectes. Et donc, là-dedans, c'est vraiment aussi un bijou, hein, ce livre. Par exemple, là, il compare, ça c'est vraiment de l'électronique. Ah oui, voilà, c'est là que j'ai vu ça, regardez. J'espère qu'on voit bien. Vous voyez là? Donc là, il compare les antennes des insectes, là, avec des systèmes radio haute technologie, vous voyez? Hein? Donc, et là, vous voyez cette antenne-là, vous voyez là? Ça, c'est une antenne, je ne sais pas si vous voyez bien, en cône comme ça. Vous voyez? Ça fait vraiment penser à ce cône, hein, ou à un coquille d'escargot. Hein. C'est vraiment assez frappant. Hein. Et après, c'est vraiment, on trouve des analogies en électronique aussi. Hein. Donc, il existe vraiment des antennes comme ça, électromagnétiques. Hein. Donc, mais moi, je ne suis pas électronicien, je ne suis pas spécialisé dans cette technique, mais s'il y a d'entre vous des électroniciens qui peuvent un peu mieux nous expliquer comment ça fonctionne, ce type d'antenne, ça peut peut-être permettre de comprendre un peu mieux l'histoire des cônes et l'histoire Luigi Ghina et ces types d'antennes. Hein. Donc, c'est vraiment très passionnant. Là, je découvre là avec vous, hein, pour vous dire, moi, j'ai plein de livres. J'ai même pas tout lu moi-même, hein, mais c'est quand même très intéressant. Il y a des livres où j'ai lu des parties par-ci, par-là. Et là, l'histoire sur les antennes, c'est vraiment parmi les techniques les plus intéressantes, hein, par rapport aux insectes. Il explique aussi, hein, que les plantes malades émettent d'autres ondes et que les insectes reconnaissent ces ondes et qui vont pas sur n'importe quelle plante. Hein. Même les abeilles, il y a eu un article scientifique dans les dernières années qui a circulé où il démontre que les abeilles, ils reconnaissent à distance les fleurs qui ont déjà été visitées par leur champ électrique. Hein, donc, c'est quand même assez fabuleux. Hein, c'est quand même assez fabuleux. Donc, ça veut dire qu'ils ont des capteurs, ils ont des antennes de ça. Hein, parce que ça, c'est pas une explication matérielle, c'est pas une molécule, ou c'est pas, non, c'est vraiment des ondes, des champs électriques ou des ondes électromagnétiques émises ou en résonance. Et donc, ils ont des capteurs de ça. Hein. Donc, c'est vraiment très intéressant. On a encore énormément de choses à découvrir dans ce sens-là. Et donc, les insectes, il explique, hein, les insectes, ils ont sur eux comme des poils, mais ce n'est pas des poils, hein, mais c'est comme des organes comme ça, vous voyez, et qui font office d'antenne. Hein. Même nous, nos cheveux, ça fait office d'antenne. Par exemple, vous prenez de la laine de mouton. Souvent, quand on a quelques moutons, on ne sait pas trop quoi en faire avec la laine. Vous utilisez ça en paillage autour des plantes. C'est super comme paillage, hein, et ça fait un effet antenne. Hein. Donc, c'est vraiment très intéressant. Hein. Parce que la laine de mouton, c'est plein de spirales dedans. Quand vous regardez de près avec un microscope, c'est plein de spirales. Ouais. Ah, voilà, donc je ne vais pas le lire maintenant, ce livre. Hein, mais, voilà, j'ai encore un autre schéma que j'ai vu là.
Les images, c'est comment ça nous parle bien. Je regarde s'il y a aussi une spirale. Là, non, là, il n'y a pas. Ah ben là, il compare par rapport aux plantes la forme des trichomes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des trichomes. C'est un peu comme des mini poils, mais ce n'est pas des poils, hein, mais des mini organes comme ça qui poussent sur les feuilles, hein, qui sont sur les feuilles. Et chaque plante a un certain type de poils comme ça, et qu'on appelle des trichomes, et ça agit aussi comme une antenne. Donc, une plante qui est malade aura d'autres formes de trichomes, ou trop ou plus petits ou plus grands, et qui va capter et émettre d'autres ondes. Ah, donc ça, c'est vraiment magnifique, ça, comme... Hein, donc là, il dit, hein, plant trichomes, hairs, il compare ça à des poils aussi, on the leaf surface of certain plants in 6 different families. Hein, donc, et ça ressemble très fort aux antennes des insectes. Hein, souvent, une antenne correspond à un type de fréquence et donc, ce serait intéressant à continuer ces recherches. Après, ça, c'est vraiment de la recherche poussée. Hein, c'est pour les entomologistes ou les ingénieurs agronomes intéressés ou les biologistes, biologistes électroniciens, je ne sais pas si ça existe, qui s'intéresseraient à ce sujet, hein, parce que c'est vraiment passionnant. Et à mon avis, il doit y avoir des analogies entre les insectes et le type de plante, hein, entre les antennes des insectes et le type de plante et leurs trichomes qu'ils visitent. À mon avis, ça, je suis quasiment sûr, hein, c'est la logique, on va dire. Hein, donc, mais voilà, vous voyez, encore énormément de choses à découvrir qu'on ne connaît pas encore. Hein. Donc là, qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Ah, ça, c'est un peu une introduction. Donc, je vais vite un peu lire les petits messages que vous me laissez là. Donc là, on est déjà un petit groupe de 24, sympa. Ah, bonsoir Eric, bonsoir Valuis, bonsoir Thérèse, bonsoir Diane. Diane dit coucou. Non, c'est une mésange. Hein. Ah, c'est pour rigoler. Hein. Bonsoir Isabelle, bonsoir Camille, bonsoir Fabrice. Isabelle pose une question, je pense. Ah oui, elle dit qu'il y a une antenne moyenne tension qui court près de son jardin. À 25 mètres de l'antenne. Ouais, je pense à 25 mètres, ça pose pas trop de problème. Alors après, je sais pas quelle hauteur est la ligne. Moi, je dirais à la louche. Je dirais, il vaut mieux respecter la hauteur de la ligne, c'est un peu la distance aussi à respecter au minimum hein, pour ne pas risquer de prendre aussi le courant de la ligne en cas d'orage ou en cas de forte tension. De ne pas avoir de problème, on va dire. Hein. Donc, le cône est avec le nombre d'or. Andrea dit, le cône est avec le nombre d'or, 7 spires, comme une cône sur la tour irlandaise et comme une pyramide nubienne. Ouais, c'est vraiment très intéressant ça. C'est vraiment donc le cône là, de Luigi Guinao, ce cône. On voit que dans toutes ces techniques, il y a toujours des règles qui reviennent, hein, comme le respect du nombre d'or, le chiffre 7 dans le nombre de tours. Moi aussi, quand je fais mes antennes magnétiques, je le faisais aussi déjà. Je faisais en sorte qu'il y avait 7 spires. Hein, donc, c'est vraiment assez spécial. Bonsoir Raymond. Bonsoir Lexa. Andrea dit les animaux parlent aux plantes et inversement, les fleurs émettent des odeurs pour attirer les pollinisateurs. Elles savent donc où et quand aller. La nature est connectée. Nous sommes actuellement déconnectés. Besoin de plus de spiritualité. Oui, tout à fait. Maintenant, je vais ajouter quelque chose, Andrea. Quand tu dis les fleurs émettent des odeurs pour attirer les pollinisateurs, c'est quoi une odeur? Et là, je vais te dire quelque chose, c'est que les fleurs ou les insectes, par exemple, dans la science officielle, ils vont nous dire qu'ils ont des antennes, on va dire,
et que l'antenne va capter une molécule. Imaginons que la concentration est d'une molécule au mètre cube et qu'après, elle est 2 molécules au mètre cube et après 3 molécules au mètre cube. Et après, il se rapproche de la fleur et il y en a peut-être 10, 20, 30 molécules au mètre cube. Bah, la science officielle, ils sont tellement... Voilà, ils ont une théorie vraiment abrutie, hein, parce que la théorie officielle, c'est que l'insecte va cogner la molécule. C'est un peu comme si la vache, avec ses cornes, ben, il doit cogner l'autre vache pour se rendre compte qu'il y a une vache qui est à côté de lui. Non, il la voit, c'est les ondes. Voir, c'est des ondes, c'est la lumière. Il n'y a pas une molécule qui cogne notre œil. Hein? Donc, c'est des ondes. Nos yeux, c'est des capteurs d'ondes. Alors, je viens de me rendre compte de ça en plus, mais c'est complètement impressionnant. Donc, en réalité, ces antennes, c'est pareil. C'est que les antennes des insectes, ils vont entrer en résonance avec la fréquence de la molécule, et au plus la concentration monte, ben, au plus la résonance est amplifiée, l'intensité est amplifiée, et au plus l'insecte reconnaît qu'il est de plus en plus proche de cette fleur. Vous voyez? Hein, donc, c'est pas que ces capteurs vont capter la molécule ou la toucher. Même nous, nos poils dans notre nez, c'est pareil. Hein, elle n'a pas besoin de toucher la molécule. Hein, c'est par les ondes. Hein. Hein, donc, tout est onde en réalité. Et alors, ça permet de voir ça différemment parce qu'on pourrait imaginer. Par exemple, au lieu de faire un leurre avec des fausses phéromones pour leurrer certains insectes, ben, on pourrait envoyer certaines fréquences, enregistrer ces ondes, envoyer certaines fréquences pour repousser ces insectes ou les envoyer plus loin ou les balader ou les perturber. Maintenant, le mieux, c'est, je dirais, de créer les conditions qu'il n'y a pas besoin de lutter contre les insectes, mais de faire que la vitalité des plantes augmente, et alors il n'y a pas de problème de ravageurs, on va dire. Hein. Après, les ravageurs, ils vont principalement attaquer que les plantes les plus faibles. J'ai encore lu un article là d'Electroculture où il disait que les pommes de terre électrocultivées, ben, ils n'avaient pas de doryphore. Voilà, c'est typique. Donc, les doryphores, c'est vraiment aussi un signe de manque de vitalité, qu'il y a un manque énergétique. Hein. Une fois que l'énergie est assez élevée de la plante, il n'y a pas de problème de ravageur. Hein. Il faut le voir comme ça. Et tout est onde. Hein. Même beaucoup de produits fonctionnent que par leurs ondes. Hein. Ce n'est pas par leur côté matériel. Andrea dit par rapport aux cônes et à de nombreuses formes que nous trouvons dans la nature, telles que des coquilles, des fleurs, des plantes, des Fibonacci, les formes prennent l'apparence de la vague qui vient du soleil. L'énergie vient avec la lumière sous la forme d'une spirale à droite, donc pour être en résonance, il copie exactement la forme de l'énergie. Oui, en réalité, les antennes électromagnétiques fonctionnent comme ça. Donc, ça confirme là ce qu'Andrea raconte, hein, c'est que une antenne est quelque part la matérialisation de la forme de l'onde quelque part. Parce qu'elle va être le plus fonctionnelle en général quand elle ressemble à l'onde, à la longueur d'onde par exemple, pour les antennes simples de radio. Hein, mais aussi la forme en 3 dimensions. Hein, donc là, on peut voir ça avec ces cônes, hein, ces antennes, c'est qu'il y a des formes en 3 dimensions. Une pyramide fonctionne aussi comme ça, comme une sorte d'antenne en 3 dimensions. Hein, donc c'est vraiment très, très intéressant. Je ne sais pas si vous avez vu, donc aujourd'hui, ou c'était hier, aujourd'hui, on a publié avec Loïc, Loïc a publié la vidéo introduction du survol des articles scientifiques sur les effets des pyramides sur les plantes et la germination de semences et sur les micro-organismes. C'est des articles passionnants. Et on a intégré dans la vidéo des images donc du voyage de Loïc en Égypte et aussi des images d'un voyage que j'ai fait au jardin botanique à Sydney.
où il y a une serre, et vous la voyez dans la petite vidéo, où il y a une serre en verre. Donc c'est là, selon le guide touristique local, quand j'avais été, c'était en 2013, c'était le 25 janvier 2013 pour être exact. Et le jour d'avant, le 24, je pense, ah non, quelques jours avant, il y a eu un des records de chaleur qu'il y avait eu. Ben, donc la serre en verre serait la première et une des plus grandes au monde en verre, en forme de pyramide. Donc c'est vraiment très intéressant. Et il y aurait une plante qui fait une fleur une fois par an, qui est une des plus grandes au monde. Je ne me rappelle plus de la variété de la plante, mais c'est vraiment, c'est pas, on va dire que c'est une synchronicité ou une coïncidence ou le hasard, hein, mais comme le hasard n'existait pas, hein, comme on dit, j'avais une fois lu quelque part, le hasard, c'est la façon que Dieu a trouvé de passer inaperçu. Hein, voilà, donc j'aime bien cette pensée-là, j'aime bien cette phrase. Donc bonsoir Michael, bonsoir Isabelle. Ah ben voilà, il y a Eric qui écrit. L'impact des lignes haute tension dépend de la puissance notée tous les deux poteaux. Ah voilà, donc ça c'est intéressant à savoir, je ne savais pas. Je ne suis pas spécialiste des lignes haute tension, mais c'est intéressant à savoir. Donc, bonsoir Patmeuse. Patmeuse est venue me visiter là il y a quelques jours et je le dis un grand coucou, c'était très sympathique. Et on a naturellement parlé d'électroculture, hein, on est vraiment des passionnés, donc c'est très intéressant. Et ça m'a redonné l'idée, j'avais déjà il y a quelques années, mais je pense que là, le temps commence à devenir mûr pour ça, de peut-être organiser une journée ou deux, un jour, de simplement, pas un stage comme je fais d'habitude, mais des sortes de journées simples de rencontres entre électrocultivateurs. Donc, alors vraiment, on se rencontre, on se partage nos témoignages, on partage nos connaissances, on fait des expériences, on fait un bon barbecue ensemble, un bon verre. Et donc, ça pourrait être très bien en été comme ça. Et à la limite, on peut imaginer de faire ça un peu partout en France, de faire des rencontres électroculture. C'est une idée que j'ai eue par la visite de Patmeuse, dont il a partagé des idées qu'il avait, que j'avais aussi. Hein. Souvent, on a souvent des idées un peu similaires, hein, qui rôdent dans les airs, là, et comme on est tous un peu branchés, c'est pour le premier qui les capte. Et après, ce qui est plus important, le premier qui les fait, hein, parce que les capter, c'est une chose. Mais il y en a, ils ont plein d'idées, mais ils ne font jamais en pratique. Hein, donc, il faut vraiment les faire. Et là, Patmeuse a l'air d'être vraiment aussi un bon bricoleur, un bon fabricant de plein de choses. Là, donc, je pense qu'il va faire des choses intéressantes. D'ailleurs, c'était passionnant, nos discussions sur les plantes. Donc. Ah oui, Isabelle demande comment faire le cône. Oui, le cône, il y a un plan. Voilà, tu vois comment c'est fabriqué. Hein. Tu peux même bricoler ça dans du bois. Hein. Il y en a, ils ont bricolé ça dans du bois en taillant un bout de bois. Mais sinon, avec une imprimante 3D, on peut l'imprimer. Il suffit d'avoir le plan et le plan a été diffusé là sur un des lives dans les commentaires. Hein. Donc, sinon, si vous m'écrivez un mail, je vous l'envoie le plan. Hein. Donc, voilà, pour faire le cours. Donc, André a dit odeur, parfum, fréquence. Oui, exactement. Donc, bonsoir Séverine. Hein, bonsoir Séverine, bonsoir Lio, bonsoir Thibault. Bonsoir Roland. Bonsoir Gaulois. Bonsoir Franck. Ah oui, Franck nous a apporté une info là dans le groupe. Donc, il y a j'ai un client ou un participant d'électroculture, passionné d'électroculture aussi, et de musique aussi, et vraiment très sensible aux énergies, qui s'appelle Romain à l'île de la Réunion.
Et il nous a envoyé, là, il avait publié une photo avec un moringa, un arbre, euh, euh, avec son fils à côté. Vous voyez l'arbre, un an après, qui était immense déjà. Après, beaucoup de gens n'y croyaient pas. Mais l'arbre, le moringa est un arbre qui semble pousser déjà très vite. Et avec l'électroculture en plus, ben, il a eu des résultats assez spectaculaires. Ça paraissait hors norme et impensable et du fake, mais c'était pas du tout du fake. C'est vraiment un gars très honnête, très correct et très, très, voilà, tout à fait sincère. C'était une des vraies photos. Hein, c'était vraiment. Et il m'a déjà envoyé des photos. Bah, c'était de radis, je pense, qui étaient énormes. Des radis comme ça. Hein. J'ai même une photo quelque part dans le cours d'un autre témoignage d'un radis qui était aussi grand que la bouteille d'eau. Hein, d'eau, hein. Donc, c'était vraiment d'une bouteille de 1,5 litre, un radis. Hein. Hein, donc, pour vous dire, c'est tout à fait possible avec l'électroculture d'avoir des résultats qui dépassent l'entendement et qu'on n'a jamais vu. Même sur des sols pauvres. Hein. C'est pas le sol. Ne pensez pas que sur un sol pauvre, ça va durer des années avant d'avoir des résultats. Non, vous pouvez, si vous pratiquez certains systèmes d'électroculture, vous pouvez avoir des résultats remarquables tout de suite, tout de suite, tout de suite, hein, dès la première année. Ça paraît un peu... Il y a parfois des choses que je ne dis pas parce que si je les dirais, je les dis quand même, parce que j'arrive pas à me retenir, mais il y a des choses, si on les dit comme ça, les gens ils ne croient pas. Hein. Hein, c'est parce que ça paraît tout à fait dans la logique agronomique classique, ils ne comprennent pas. C'est pas possible. Encore aujourd'hui, dans le stage, il y avait un agriculteur, il dit, mais comment c'est possible que tous les ans, la terre reste fertile et on produit de plus en plus sans engrais? Je ne comprends pas parce que quand on exporte soi-disant tant d'éléments nutritifs, ben, il faut les réimporter dans le champ. Alors moi, j'ai dit non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça, c'est la théorie classique agronomique, mais dans la réalité, ça ne fonctionne pas comme ça. Hein, vous pouvez cultiver, exporter énormément de pommes de terre, de récoltes de fruits et de légumes, sans jamais rien apporter d'engrais ou de matière de l'extérieur. C'est tout à fait possible avec les techniques d'électroculture. On peut tout à fait, ça paraît impensable parce que ça va à l'encontre de tous les dogmes, de toutes les théories classiques de fertilisation. Mais moi, je vous dis, après, il faut bien un qui le dise et qui jette un pavé dans la mare, hein, comme moi, pour un peu bousculer les pensées et les préjugés. Mais moi, je vous dis que la théorie classique de fertilisation, ça vaut pour des sols morts, ça vaut pour des... ça vaut et encore, ça vaut pour... dans un certain contexte, mais en réalité, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Pas du tout, pas du tout. Tout est onde quelque part. Ça ne fonctionne pas par la matière qu'on apporte. Tout est énergie. Hein, ça va même très loin. Hein. Je vais vous raconter là je vais vous reprendre là quelques livres, comme là j'ai un peu sorti ma bibliothèque. Je vais vous montrer là deux, trois petites choses là assez impressionnantes. Moi, j'ai quelques très vieux documents là que je vais vous montrer. Donc là, qu'est-ce que j'ai là? Bien fait de l'électroculture. Ça, je vais vous montrer après. Ah, pour vous dire, ça c'est un engrais. Attendez. Donc ça c'est un engrais là, c'est dans un magazine. Voilà. Une preuve, hein, comme quoi les agronomes officiels, il faut quand même des conneries parfois. Hein. La nature de 8 mai 1920. Donc, revue des sciences et de leurs applications à l'art et à l'industrie. Voilà. Hein, donc, 1920. Hein. Et regardez ça là. Regardez. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. Excitor agral, complément radioactif d'engrais. Donc,
donc les scientifiques, là, dans le temps, là, ils ont carrément épandu des substances radioactives hein, dans le sol, hein, dans les champs. Hein. Donc, il ne faut pas s'étonner hein, qu'il y a des cancers, tout ça. Hein. Donc, voilà. Hein. Donc ça, ce n'est pas la bonne façon de faire l'électroculture. Hein. Je vous dis tout de suite, on est d'accord. Hein. Hein. Donc, complément radioactif d'engrais utilise intégralement les éléments du sol, stimule et renforce la végétation, assure l'assimilation des engrais chimiques. Ah, c'était pour encore assimiler plus d'engrais chimiques, ils mettaient de la radioactivité en plus. Vous voyez. Parachève l'action des engrais dans les terres épuisées. Donc si les engrais chimiques, ils ont vraiment déjà bien épuisé la terre, ah ben là, hop, encore une couche d'engrais radioactifs. Hein, c'est quand même fou, hein, les bêtises. Hein. Ah, la bêtise, après, ça nous semble une bêtise, mais je pense quand même que c'est une vraie bêtise, ça. Hein. Voilà. Donc, du coup, et eux, ils vont. Et en même temps, ils faisaient des persécutions et du harcèlement sur Justin Christoflo. Hein, et en même temps, l'État, là, il vous vend, hein, l'agrochimie vous vend des engrais radioactifs. Hein. Donc, ils ont aucune gêne. Après, je ne pense pas qu'ils ont fait ça longtemps. Ah oui, là, je viens de lire. Donc, ça, c'est dans un magazine, mais je pense qu'on est un peu en retard. C'est, vous voyez là, c'est Bulletin de la Société des agriculteurs de France, revue agricole, le 1er juillet 1914. Après, je pense que donc 1914, c'est juste avant la guerre. Je ne sais pas quand exactement elle a été déclarée la guerre, hein, mais je ne sais même pas s'ils ont pu aller au rendez-vous parce que là, ils disent, regardez là, expérience, donc c'est là, hein, attendez, je ne sais pas si c'est assez, si on voit, si c'est un peu trouble peut-être, mais regardez là, je vais vous le lire. Hein. Expérience d'électroculture de Persan. Les sections d'agriculture et de génie rural se réuniront le lundi 6 juillet à Persan, Seine-et-Oise, à la ferme de Monsieur Marion pour visiter le champ soumis aux expériences d'électroculture. Départ de la gare du Nord à 8h15 et par le train arrivant à 8h45. De retour par la gare de Persan-Beaumont à 11h et arrivée à Paris à 12h30 pour se faire inscrire, s'adresser au secrétariat de la société. Voilà, vous savez, vous êtes au courant maintenant. On est un peu en retard, dommage. Ah, mais j'aurais bien aimé voir ça, hein, bien aimé visiter hein, ce champ agricole. Ah, donc là, ça c'est dans un autre magazine. Regardez là. Moi, j'aime bien les très vieux magazines. Je trouve que c'est toujours passionnant et on apprend énormément de choses. Donc là, ça c'est un vieux magazine là, ça c'est un Rustica. Vous voyez, ça existe encore. Hein. Et dans Rustica, il y a eu quelques articles sympas sur l'électroculture. Et là, c'est un de 10 août 1975, le numéro 293. Donc ça, vous trouvez encore parfois sur eBay. Hein. Et sur eBay ou Amazon ou sur Internet. Et donc là, il y a un petit article d'électroculture. Hein. Donc, je vais vous lire des extraits après. Mais il y a un petit article qui m'a frappé, parce qu'on parlait des oiseaux, là. Hein, voilà. Et il y a un petit article. Vous voyez, ici, c'est tout petit. C'est un témoignage les oiseaux en péril, ils mettent là. Et je vais vous lire. Donc, suite au journal des lecteurs, jardiniers face aux oiseaux, dans Rustica du 3 juin 1975. Un de nos lecteurs lance un cri d'alarme. Depuis plus de 30 ans, je constate, et tous ceux qui aiment et vivent au sein de la nature pourraient le confirmer, que les oiseaux deviennent de plus en plus rares. Donc imaginez, il dit ça, c'est en 1975, et c'est à Amiens. Donc les oiseaux deviennent de plus en plus rares. Hein. Donc, et je le disais encore tout à l'heure, quand aujourd'hui on a l'impression d'entendre beaucoup d'oiseaux et de chants d'oiseaux, il faut vous dire que par rapport à ce que c'était
il y a dans les années 40-50, c'est un désert sonore. Hein. Normalement, ce serait 10 fois plus puissant, beaucoup plus d'oiseaux qu'il devrait y avoir qu'aujourd'hui. Hein. Mais voilà. Et donc, les plantes, ils sont aussi déprimées à cause de ça. Et donc, il dit, dans ma jeunesse, il y a de cela plus de 60 ans, donc 60 ans moins à 1975 moins 60 ans, ça fait 1915. Hein. Donc, il témoigne. Moi, j'aime bien les témoignages parce que je trouve que les témoignages des gens, des vrais gens, hein, de nous tous, ben, ça vaut même plus que la science pour moi. Pour moi, c'est les vraies expériences des gens. Ça, c'est vraiment des choses dont on apprend beaucoup, naturellement. Il faut toujours faire attention, écouter les uns les autres. Mais on apprend énormément de choses par les anecdotes, par l'expérience de chacun, nos observations. Et là, il dit, les oiseaux pullulaient dans les bois, les taillis, les prairies. Les dimanches d'été, nous nous plaisons, mes parents et moi, au milieu des bois, à écouter leurs chants, à voir monter l'alouette, à reconnaître les différents siffleurs, merle, rossignol, pinson. Sommes-nous condamnés d'ici peu à voir nos forêts sans oiseaux, nos jardins et nos champs désertés? Nous verrons à la place passer et gronder des avions de réaction, des gratte-ciel, des cheminées d'usines s'élever partout. Mais ce qu'il y a de beaucoup plus grave, c'est que chaque année, les chenilles ravagent les cultures fruitières et les prairies. Les fruits sont dévorés par les guêpes, les frelons, les fourmis. Le nombre des rongeurs augmente. Des invasions de moustiques sont constatées partout. Il n'y a plus assez d'oiseaux pour remplir le rôle de dévoreurs d'insectes. Voilà, hein, c'est ce qu'il dit, mais en réalité, il n'y a même plus beaucoup d'insectes non plus. Hein, aujourd'hui. Mais il y a manifestement un très grave problème qui n'est pas seulement la disparition des abeilles, mais aussi la disparition des oiseaux. Et je pense que ce problème n'est pas assez pris au sérieux, est un réel problème et il faut tout faire pour encourager, ou aider les oiseaux à se développer, à créer des habitats bien pour eux. Hein. Ça, c'est très important. Donc là, je vais vous montrer. Donc là, il y a aussi un petit article d'électroculture juste avant. Ben, par exemple, est-ce qu'il y en a un témoignage des résultats? Parce que c'est ça qui nous intéresse. Donc là, c'est une technique, mais voilà, je vais vous montrer autre chose maintenant. Donc là, c'est encore un autre magazine. Je vais lire les commentaires en attendant aussi. Bravo, Andrea dit bravo Panoramix. Je pense qu'il parle de moi. Bravo, inspecteur Gadget. On doit faire un congrès de l'électroculture en France, en Italie, à la Sardaigne. Ouais, ben, je pense que ça peut être une bonne idée. Ben, déjà, de se rencontrer entre électrocultivateurs. Si on n'habite pas trop loin, ben, n'hésitez pas à vous rencontrer, à aller voir les jardins les uns des autres. Et donc, je vais déjà lancer, je pense que je vais mettre sur mon site une date déjà simplement pour la visite du jardin, se rencontrer, pour ceux qui ne sont pas trop loin. J'ai déjà un petit rendez-vous prévu dans le nord de l'Alsace avec deux jardiniers qui font l'électroculture. Donc, il y a par exemple Raphaël, il y a Jean-Paul, un ami, mais qui n'est pas sur le groupe, là, mais, de temps en temps, qui est là aussi, qui ont des résultats aussi remarquables. Et donc l'idée, c'est vraiment de partager nos résultats parce que je me rends compte que, je me rends compte, on savait déjà, mais c'est en partageant, en se rencontrant, on apprend énormément de choses. Hein, voilà. C'est vraiment, on apprend énormément de choses. Ah ben oui, attendez, j'ai découvert. Voilà, je lis les messages là. Thierry Martinez dit c'est la graine qui fait le terrain par rapport à ses besoins. Est-ce que tu peux un peu développer cette pensée ou cette idée? Mais c'est vrai que la graine, c'est vrai que cette idée est intéressante. J'en me pensais comme ça, mais c'est vrai que
ça fait penser à l'histoire comment dire, l'histoire des rotations des cultures. Après qu'une plante a poussé sur une terre, laisse quelque part une empreinte qui influence les prochaines plantes qui vont y pousser. Donc, ça va un peu dans ce sens-là. Aussi, c'est vrai que c'est une pensée intéressante. Voilà, Cyril met un post là de Permafutur là qui a peut-être déjà publié ce genre d'article là dont je parlais de Phil Callahan, qui a, je pense, traduit déjà une partie de ça peut-être. Donc très intéressant. Ah, bonsoir Barilic Doul, bonsoir Louis Mariat qui nous contacte là depuis l'Espagne. Hein. Bonsoir Marco Zappelli, bonsoir Aspoual. Bonsoir Josiane. Donc bientôt, là, je prépare un voyage à l'étranger et j'espère vous ramener aussi des informations très intéressantes d'électroculture de l'étranger, mais je ne vous en dis pas plus pour le moment. Ce sera la surprise. Il y en a certains qui savent déjà, hein, mais pourquoi tous les documents... Ah, Philippe Théoul, pourquoi tous les documents que vous présentez datent d'un siècle? Parce que ça me passionne. Et que moi, je vous ressors ça parce que c'est des documents très intéressants qui sont encore toujours d'actualité aujourd'hui. Après, aujourd'hui, dans les médias officiels, est-ce que vous pensez qu'il y a des médias qui font la gloire d'un président, monsieur Petit, un petit Bokassa, des dictateurs et de l'agrochimie? Est-ce que vous pensez qu'ils vont parler d'électroculture sérieusement, hein? Il faut les documents, on les produit nous-mêmes. Si vous voulez des documents d'électroculture, vous allez sur des sites de nous, de la communauté d'électrocultivateurs. Donc de moi, Yannick Van Doorn, sur le site Électroculture Van Doorn, le site de Permafutur, de Loïc Etcheberry, le site par exemple de Rascoual aussi là, son blog. Il y a plein de gens qui font des expériences d'électroculture avec de très bons résultats. Il y a eu quelques articles dans des médias alternatifs en France. Il y a eu quand même des articles dans des médias très sérieux, mais alors il faut aller où? En Chine, en Inde, en Russie. Hein? Donc là, il y a eu des articles. Il y a même un professeur en Russie qui a écrit tout un livre sur l'électroculture, de techniques d'électroculture, vraiment de façon très scientifique, et qui enseignait ça même à l'université. Voilà, donc il y a des choses aussi très modernes et très récentes, hein, mais voilà, il n'y a pas encore énormément en France, il n'y a pas grand-chose. En France, les médias actuels, officiels, moi, j'en attends rien du tout. Hein, j'en entends rien du tout, aussi longtemps qu'ils sont dans les mains des mêmes personnes d'aujourd'hui. Mais dans les médias alternatifs, là, je suis passé, par exemple, je suis passé sur la chaîne de Meta TV, je suis passé dans quelques médias alternatifs, donc ça se diffuse. Et quelques petits magazines et même dans Nexus, hein, il y a déjà eu des articles sur l'électroculture, très, très bien faits, intéressants aussi. Donc, il y a des articles, hein, mais voilà, tout se diffuse, tout se développe petit à petit. Il ne faut pas non plus aller plus vite que la musique. Hein. On ne cherche pas, nous, on n'est pas McDo, hein, on ne cherche pas à crier haut et fort ce qu'on fait. On fait simplement. Et entre communautés d'électrocultivateurs, on y croit et on fait connaître à ceux qui ont l'écoute pour ça. Hein, ça ne sert à rien d'essayer de convaincre quelqu'un qui n'y croit pas. Ceux-là, il faut leur présenter, leur envoyer sur des liens de vidéos, de conférences pour qu'ils découvrent, hein, s'ils sont encore au stade de découverte. Hein, et c'est très bien, hein, mais il ne faut pas perdre son temps. On a mieux à faire à développer les techniques d'électroculture entre professionnels et particuliers qui s'y intéressent, à affiner les méthodes, à affiner les applications, je trouve, à améliorer les applications et petit à petit, les résultats, ils dépassent les résultats d'autres méthodes, du conventionnel et du bioconventionnel, on va dire, et petit à petit, par l'exemple,
Hein, c'est comme un parent avec ses enfants. Ben, il a beaucoup plus d'influence par son exemple que par tout ce qu'il peut lui raconter à son enfant. Hein, c'est ma conviction en tout cas. Donc, il faut faire attention à faire du mieux possible dans la vie. Et pareil dans nos jardins, dans l'agriculture, dans notre vie courante. Essayons de faire le mieux possible et de montrer les résultats. Et après, les gens, ils font ce qu'ils veulent. S'ils ont envie d'avoir un petit légume rikiki plein de maladies, plein de produits chimiques, ben, ils font comme ça. Et s'ils ont envie d'avoir un beau légume gros, rayonnant, plein de vitalité, plein d'énergie, ben, il faut comme on y travaille, on va dire. Hein. Donc, c'est chacun, il fait ses choix, mais c'est par la force de l'exemple que ça marche. Hein. Après, voilà. Ça suit son cours. Et on a la nature, moi je dirais, la force est avec nous. La force, on va dire, l'au-delà, la nature, elle nous soutient. On a des bons messages, des bons témoignages tous les jours. Là, vous regardez sur le groupe électroculture, là, mais c'est tous les jours, il y a des témoignages en ce moment, quasiment tous les jours. Hein, donc, même que donc, qu'il y a quelques années encore, on n'était encore qu'une poignée de main à, à pratiquer, à expérimenter des techniques d'électroculture. Maintenant, je peux facilement dire qu'on est des centaines, voire des milliers en France à expérimenter des techniques d'électroculture. Hein. Hein, donc ça, c'est clair et net. Hein. Et ça, c'est rien qu'en France, sans compter de par le monde. Hein. Ça se développe très fort en ce moment. Hein. Voilà, voilà. Donc, bonsoir Philippe, il dit merci pour tout ce que vous faites. Ben, merci beaucoup à toi hein, aussi, hein, à vous. Euh, bonsoir Ascoual. Est-ce que l'électroculture détourne des forces naturelles bénéfiques à tout un ensemble au profit d'un végétal privilégié ou d'une culture particulière? J'ai lu ça et ça me pose question. Oh là là, là, moi je pense que tu as un nœud au cerveau là. Je pense que tu t'es fait une entorse. Il faut que tu redresses il faut que tu fasses en spirale, tu vois. Hop. Voilà, tu fais comme ça. Voilà, ça ira mieux. Tu vois, tu sens où est le nœud et tu mets une spirale. Ah, je dis ça pour rire. Voilà. Non, mais je comprends la question. Donc la question là que tu poses, c'est que ben, ça part du. Donc l'idée que ces antennes prendraient de l'énergie, la bonne énergie naturelle, au détriment d'autres pour certaines plantes privilégiées. Ben, ça, imagine, il pleut. Voilà. Et tu mets un seau d'or pour capter l'eau. Est-ce qu'il y a moins d'eau qui tombe à côté? Non. Ben, alors, qu'est-ce que. Ah, il n'y a pas moins d'eau. Ah, il y a moins d'eau qui tombe en dessous du seau, on va dire. Ouais, ok, allez. Mais imagine tu as un panneau solaire. Est-ce qu'il y a moins de lumière pour autant, on va dire? Est-ce que parce que tu mets un panneau solaire, est-ce que le soleil rayonne moins? Non. C'est simplement que tu vas transformer cette énergie dans une énergie utile. Ben, imagine tu es dans un désert. Vraiment le désert. Voilà. Vraiment que du sable sec, aride, voilà, pas un brin d'herbe, pas d'arbre, voilà. Tu mets une antenne d'électroculture et il y a des plantes qui poussent. Est-ce que c'était au détriment des ondes ou des sables? Non, les ondes radio étaient là déjà présentes. Simplement que toi, tu vas les transformer pour que ce soit plus bénéfique pour la nature, ou tu vas stimuler cette communication. Quelque part, tu aides la nature. Et après, bah, tu vas refavoriser la vie et la vie va se développer. Donc, il y aura de plus en plus de vie. Ce n'est pas au détriment d'une autre vie. Hein, donc, ça, c'est important à comprendre. Et justement, là-dessus, je veux partager un témoignage que j'ai lu là tout à l'heure. Est-ce que c'est dans quel livre? Ou dans quel magazine? Je pense que c'est là. Oui. Attendez, il y a vraiment un témoignage que je vais vous lire là. Hein? Où est-ce que c'est dans celui-là? C'est dans celui-là. Ah oui, voilà. Donc ça, c'est pour vous montrer que
Imagine, tu as un bac que des galets, des pierres qui ont été lavées et rincées pour qu'il n'y ait pas une molécule de substance, d'engrais qui pourrait être un nutriment pour les plantes. Donc vraiment, c'est de la roche pure, bien lavée et rincée. Ben, ils ont fait des expériences, à plusieurs électrocultivateurs ont fait des expériences. Ils ont relié ce bac, par exemple, à la terre, en dessous. Ils ont humidifié le bac avec de l'eau, même à la limite osmosée ou de l'eau de pluie destillée pour qu'il n'y ait pas de nutriments. Et après, ils ont mis une antenne type paratonnerre reliée au-dessus dans le bac ou dans le bac. Et après, ils ont semé, ils ont toujours gardé les graviers humides et ils ont semé des céréales. Et les céréales ont poussé comme si, comme s'ils étaient en pleine terre, hein, avec des bonnes récoltes. Ah, mais c'était une expérience. Et ça, Christophe Lowe l'a fait. Et là, un autre qui s'appelle, donc ça, c'est dans un magazine, 18 mai 1946. Voilà, la Gazette, voilà. La Gazette agricole. Hein. 18 mai 1946. Et donc, et là, je vais vous lire, hein, il y a un article, Les bienfaits de l'électroculture. Voilà. Et là, je vais vous lire un article, hein, un petit passage. Monsieur Oneglia a, lui, accru la difficulté en cultivant du blé dans du gravier préalablement soigneusement lavé. Ce blé a été développé normalement. Voilà. Mais avec l'électroculture. Donc, est-ce que ça a été au détriment d'autres plantes? Non. Avant, sur le gravier, il n'y avait pas de plantes. Et après, même s'il pleuvait dessus, il n'y avait pas de plantes. Mais on a mis des antennes d'électroculture, hop, et des semences, et les plantes ont poussé. Voilà. Est-ce que c'est au détriment d'autres plantes? Non. Voilà. Donc ça, c'est une réponse à ce genre de remarques, hein, tout à fait justifiée, mais c'est justifié dans le sens que c'est une remarque qui correspond à l'état d'esprit, au bagage de connaissances, de dogmes trompeurs, de fausses informations qu'on apprend dans les écoles d'agriculture, dans toutes les théories de jardinage autour des engrais et des nutriments. Ben, cette expérience avec les galets, ça montre que toute la théorie de la fertilité, de la fertilisation est fausse. Voilà. Après, moi, je suis là pour jeter des pavés dans la mare, hein, parce que s'il n'y en a pas un comme moi qui le fait, qui le fera? Et ça fait un peu réfléchir, ça fait cogiter. Hein. Hein? Donc, ça va même plus loin. Il y en a, quand on lit des articles anciens, et j'ai rencontré un électrocultivateur ici en Alsace qui a fait l'expérience, qui a réussi à cultiver des plantes dans le noir et ils sont devenues vertes, ils sont restées vertes et ils ont poussé dans le noir, sans lumière. Et ça montre aussi, mais avec des antennes d'électroculture connectées à l'extérieur. Hein. Un exemple, imaginez, vous mettez un panneau solaire dehors qui fait de l'électricité, vous captez la lumière, et après vous allumez une lampe avec dans votre cave. Là, ça paraît logique parce que vous êtes dans l'idée, il y a besoin de la lumière pour la plante. Là, maintenant, faisons différemment. Vous mettez des fils de cuivre dehors au soleil, des fils ou des plaques de cuivre, des choses comme ça, et une antenne d'électroculture. Et après, vous reliez ça au pied de la racine de la plante. Et le fond du bac des plantes, vous reliez à la prise à la terre. Et tout ça dans le noir. Hein. Donc, il y a juste les fils à l'extérieur qui sont dans la lumière. Ça, c'est ce que le jardinier, comment il s'appelait, il avait des origines hollandaises d'ailleurs. Ici, c'est une personne maintenant âgée qui habite en Alsace que j'ai rencontré. Il m'a raconté cette expérience qu'il a faite chez lui. Il a fait ça sur des azalées. Les azalées sont restés verts. Donc, il a pris une dizaine d'azalées, je pense, si je me rappelle bien. 5, il a connecté à ses fils et 5, il n'a pas connecté. Il a acheté une dizaine d'azalées de la même taille en jardinerie. Et 2 mois après, il retourne à sa cave. Ceux avec les fils sont restés bien verts et les autres étaient devenus tout bruns de manque de lumière.
Oui. Mais les autres n'avaient pas de lumière, mais ils étaient connectés aux antennes d'électroculture et ils sont restés verts. Vous voyez, ça défie aussi la science actuelle. Hein, vous voyez, ça bouscule. Hein, mais je peux vous en raconter tout plein comme ça, des expériences, des anecdotes qui bousculent les théories officielles. Hein. Après, quelqu'un qui s'accroche aux théories officielles, mais il perd la tête, il perd la boule. Mais voilà, c'est pas grave. Notre être, il est dans notre cœur. Ce qu'on a accumulé comme papier sur notre bureau, ça ne nous représente pas, ben c'est pareil. Ce qu'on a accumulé comme information dans notre tête, là, ben, d'une certaine façon, c'est une façon de parler, ça ne nous représente pas. Il ne faut pas s'attacher à ça. Hein, ça peut être intéressant naturellement, mais si l'information n'est pas correcte, ben on la change, on met autre chose à la place, ou on fait de la place, on fait du rangement. Hein. Hein, toutes les théories qu'on a apprises à l'école ne sont pas justes, hein, sont pas. Hein, quand on voit tous les mensonges qu'il y a dans les médias, encore aujourd'hui, même au niveau local, alors imaginez au niveau national, international, au niveau local, j'ai encore eu une histoire dans le journal local, j'ai encore entendu une histoire où ils ont encore été capables de mettre des photos sur un article, sur un élevage de poules, le journal met une photo avec des oies. Alors, ils n'ont pas autre chose. Hein. Faut quand même être un peu. C'est journaliste maintenant. Et après, d'un élevage. Donc, c'était un article hein, sur une ouverture d'un élevage de poules en bio, sur un terrain en biodynamie, euh, euh, avec des céréales en bio. Et des poules de plein air, donc qui vont aussi être élevées en plein air dans la nature. Le journaliste, il est capable là de mettre, donc c'est dans les DNA en Alsace, hein, vraiment, je vous dis, DNA, là, il faut retoquer un peu le journaliste, refaire l'article, ou il faut le virer, je ne sais pas, ou sinon vous avez montré que vous êtes vraiment des abrutis. Hein. Hein, mais ils ont été capables de mettre une photo d'un élevage d'oies industriel à l'intérieur. Hein. Voilà. Donc, c'est vraiment de la manipulation par l'image, hein, parce que les gens jugent beaucoup par l'image que vous mettez. Hein. Hein, donc, alors, imaginez-vous, si même là-dessus, ils font de la désinformation, ou ils manipulent l'information, alors sur d'autres sujets, même tous les cours que vous apprenez à l'école, il y a beaucoup de bêtises. Hein. Mais moi, j'ai moi-même fait des études. Ben, parfois, j'ai l'impression que j'ai perdu 5 ans. Après, je n'ai pas perdu 5 ans, on apprend toujours. Mais beaucoup de théories sont pas du tout justes. Hein. Un des professeurs que j'aimais le plus et qui m'appréciait aussi, ben, c'était justement le professeur de la minéralogie des sols. Et justement, et aussi il s'intéressait beaucoup, mais lui, il était vraiment, c'était encore un ancien, et il expliquait vraiment bien la minéralogie des sols. Hein. Ben, mais lui, il était ouvert à mes interrogations et mes propositions de recherche autour des influences des ondes sur les plantes et des ondes sonores, par exemple. Hein. Mais c'était un des rares. Hein, c'était un des rares. Mais voilà, il y a des gens bien partout hein, quand même. Hein, il ne faut pas non plus, même dans les journaux. Mais aujourd'hui, on se demande le problème. On dirait qu'ils n'ont pas trop. On leur donne pas beaucoup de responsabilités, on dirait aujourd'hui, hein, parce que quand on voit la qualité des informations diffusées, c'est beaucoup de la manipulation. Donc, ouais, est-ce qu'il y a encore des questions? Donc, bonsoir Alexandre, bonsoir Catherine, bonsoir Baptiste, bonsoir Arnaud, bonsoir Thierry. Ah, Thierry Martinez dit théorie du manque, de la rareté, donc de la concurrence ou de guerre. Ouais, ou guerre. C'est ça, c'est que on veut, on veut vraiment nous programmer avec toutes sortes de théories de ce genre qui créent la rivalité, la concurrence, la guerre, et qu'en réalité, la nature, c'est l'abondance. Un exemple de l'eau, c'est le cycle. Il pleut, ça s'évapore, il pleut, après c'est encore plus complexe, mais le simplifié, c'est ça. Donc c'est comme une douche que vous laissez allumer et l'eau qui tombe par terre s'évapore, hop, et retombe. Donc, si vous avez une source qui coule et vous vous mettez en dessous, ben, que vous prenez votre douche dans votre source pendant 1 minute ou 1 heure, ça ne change rien à la rareté de l'eau. Hein.
Hein, vous voyez, c'est l'abondance, c'est des cycles. Tout ce qui est en cycle n'est pas rare, c'est juste des cycles. Hein. Quand on se met dans la lumière, est-ce que ça rend la lumière plus rare? Non, c'est des cycles. Il y a de la lumière à profusion en continu, hein, du matin au soir, tous les jours. Hein, donc mais la société du capitalisme veut nous rendre tous ces bienfaits naturels comme des raretés, hein, qu'il faudrait payer. Hein. Donc, si vous êtes, quand tout sera connecté avec leur 5G et autres, quand vous êtes 3 minutes dans la douche au lieu de 2, ben, ils vont vous sortir un article scientifique que vous participez au réchauffement climatique au-delà de 2 minutes et que donc vous devez payer une taxe. Allez, on va rigoler un peu, mais voilà, c'est que ça, hein, on peut rigoler. Donc, c'est quand même assez fou. Hein. Là, je lis là. Électroculture, ouais, donc là, ça c'est encore un autre article. Là. Ben, vous voyez, dans le temps, vous voyez que ces magazines, là, pour répondre à tout à l'heure aussi, c'est beaucoup des magazines d'avant-guerre où il y a des articles sur l'électroculture. Hein. Et après la guerre, c'est comme calme zéro, il y a juste un peu dans les rusticas, un petit peu des articles, mais sinon, il n'y a quasiment plus rien en France sur l'électroculture. Hein. Donc, ça a été vraiment comme censuré, comme ignoré à partir de la Deuxième Guerre mondiale surtout. Ah, déjà même avant, ça a commencé déjà à partir des années 20. Mais l'idée là d'Andrea de refaire un jour un congrès d'électroculture, moi je pense que c'est une bonne idée aussi. Mais je pense que c'est encore un peu trop tôt. Moi je dirais d'abord se réunir, se rencontrer, continuer à organiser des stages, des conférences et continuer à accumuler des preuves, des témoignages, des résultats aussi chez les professionnels. Et après, à un moment donné, on pourrait, je pense, faire un congrès, parce qu'un congrès, ça demande qu'il y ait beaucoup de gens qui arrivent à se déplacer de loin. Hein. Donc, on va dire que pour 10 professionnels qui pratiquent, il y en a un qui pourra se déplacer. Donc, il faut déjà un certain nombre de personnes pour pouvoir organiser ça de façon intéressante. Parce que sinon on s'épuise. Donc il faut faire attention, mais je pense que c'est une idée qui est dans l'air, hein, donc ça va venir, c'est juste une question de temps. Donc. Coucou Fabienne. Bonsoir Fabienne, elle dit j'ai oublié de dire coucou quand je me suis branché. C'est un bonheur que je vis à chaque rendez-vous. Bah, merci beaucoup. Alors aujourd'hui je suis un peu fatigué, je dois dire, parce qu'avec le stage et tout, et je vais dormir un peu tard. Mais qu'est-ce que je vais encore vous raconter aujourd'hui? Il y a énormément de choses. Ah ben là, le hasard des rencontres et des stages, il y a une personne qui a dans sa famille une entreprise de numérisation de documents. Et donc là, je vais vous annoncer la bonne nouvelle là, pour les passionnés. Vous voyez ce document-là qui coûte une fortune en occasion sur Internet, La vie secrète du sol, ben, je vais lui prêter pour le numériser et il sera en PDF. Je pourrais le diffuser en PDF. Hein, donc bientôt, je vous annonce que ce sera numérisé si tout se passe bien. Donc ça va être super. C'est un livre vraiment, c'est un des premiers livres qui m'a ouvert à toutes ces techniques alternatives. Hein. Donc là-dedans, il parle des tours rondes. Il parle de la musique sur les plantes, il parle des roches paramagnétiques, du basalte, il parle de la biodynamie, il parle de la dynamisation de l'eau. Donc c'est vraiment, il parle de la microbiologie des sols, il parle des êtres élémentaires dans la nature, hein, des esprits, des êtres subtils. Donc il parle vraiment tout ça. J'avais lu ça pendant mes études dans les années 90. C'est un livre passionnant. Donc c'est La vie secrète du sol, hein, il existe en anglais, vous trouvez d'occasion facilement en anglais, mais en français, c'est très difficile à le trouver. Donc là, il sera numérisé bientôt. Il y a Loïc Etcheberry qui a déjà, sur le site Permafutur, il a déjà mis beaucoup d'extraits de ce livre hein, sur son site, hein, mais là, vous l'aurez bientôt carrément complètement en PDF. Donc ça va être très, très intéressant pour les passionnés.
un exemple, hein, vous voyez, ça va, regardez là, ça c'est un gars avec un maïs, vous voyez, de plus de 4 mètres de haut, hein, avec des techniques naturelles. Hein. Hein, vous allez découvrir ça dans ce livre. Hein. Il parle de Phil Callahan, des tours rondes, des antennes des insectes aussi, hein, des recherches de Callahan. Il parle des pyramides aussi. Regardez. Hein. Ah oui, si vous n'avez pas encore vu la petite vidéo sur les études des pyramides, allez voir. Bientôt, on va diffuser la vidéo plus complète aussi sur les articles scientifiques, sur les effets des pyramides sur les plantes. Donc ça, c'est vraiment, c'est une vidéo, je vous dis, qui va vraiment bouleverser beaucoup de personnes. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas encore dans les effets des pyramides. Ben là, il y a carrément des études scientifiques sur les effets, sur la germination des graines, donc où ils ont prouvé l'effet que ça augmente la germination des graines, l'accélération du développement des plantes et aussi la conservation, que certaines formes pyramidales ont permis carrément de bloquer le développement de micro-organismes pathogènes dans le lait. Et dès qu'on sort le lait de la pyramide, hop, les micro-organismes pathogènes continuent à se développer. Et dès qu'on le remet, on va dire aussi longtemps qu'il est dedans, c'est le développement de ces micro-organismes pathogènes de bactéries sont arrêtés, stoppés. Donc ça prouve l'effet sur la conservation, préservation des aliments et sur la germination des graines. Hein. Donc c'est vraiment des articles scientifiques. Maintenant, on ne pourra plus dire après que ce n'est pas scientifique. C'est scientifique, voilà. Hein. Donc, quelqu'un veut des preuves, il a qu'à lire les articles scientifiques, par exemple. Hein. C'est vraiment… Après, s'ils sont intéressants, c'est un début. Il y a plusieurs articles. Il y a même une thèse d'une centaine de pages. Ah, vous verrez, vous allez découvrir. Hein, je ne vais pas en dire de trop. On a fait la vidéo pour ça. Et après, tous les articles, on va les mettre en ligne. Hein, on va les diffuser, les liens qu'on trouve sur Internet quand vous cherchez. On va tous les regrouper, les mettre en ligne sur mon site et le site de Loïc. Hein. On va les diffuser pour que ça se fasse connaître. Par exemple, encore d'autres photos là, du livre. Il y a carrément un chapitre entier sur l'influence de la musique. Voilà, ça c'est avec Sonic Bloom. Ça c'est avec… Oui, j'ai une page qui est tombée là. Regardez là. Regardez. Vous voyez? Vous voyez le maïs là? Ça c'est avec Sonic Bloom. C'est avec certaines fréquences qui imitent les chants d'oiseaux. Vous voyez? Ça c'est impressionnant, hein, des beaux maïs comme ça. Donc, voilà. J'ai une page, je vais la remettre. Voilà. Hein, donc, c'est vraiment très intéressant, ce livre. Donc, il sera bientôt en ligne. Alors, bientôt, après, ça va prendre un petit temps, mais c'est un projet en cours. Je pense que ce sera quand même assez rapide. C'est une histoire de 1 ou 2 semaines, à mon avis. On verra bien. Hein. Je ne vais pas trop m'avancer sur le sujet. Voilà. Et aussi, en même temps, je vais faire… C'est une question que j'avais souvent, que je recevais souvent. C'est les gens voulaient lire ma thèse sur l'influence de la musique sur les plantes pour les informations. Là, la même personne va le mettre en PDF. Donc, ce sera tout complètement en PDF. Pour l'instant, il n'est pas en PDF. Parce que dans le temps où je faisais mes études, on était à cheval entre le monde des machines à écrire à la main et les ordinateurs. Donc, c'était pas encore comme aujourd'hui. Mais bientôt, donc, la thèse sur toutes les recherches scientifiques qui ont été publiées, diffusées jusqu'à les années 1999, on va dire, ils sont répertoriés dans cette thèse. Après, il y a eu d'autres recherches scientifiques qui ne sont pas dedans parce que c'était après, mais tout ce qui était avant est dedans, la plupart en tout cas, et les différentes techniques. Donc, ce sera vraiment intéressant aussi
Donc là, vous aurez aussi carrément une étude scientifique, hein. C'est une thèse de fin d'études d'un ingénieur agronome, donc c'est une étude scientifique sur tout ce qui est effet de la musique sur les plantes, hein, une étude bibliographique sur le sujet dans cette thèse, hein. Donc, voilà. Et donc là-dedans, vous avez aussi toute une étude, donc je vais imprimer ça avec en PDF, c'est tous les articles scientifiques, les mesures et les articles de presse de Sonic Bloom, de Dan Carlson, hein, qui faisait les fréquences imitant les chants d'oiseaux, qui fait le maïs là, immense. Vous aurez, j'ai aussi recensé plusieurs articles scientifiques, hein, donc, qui seront là dans ce document. Je vais tout mettre ça en PDF. Et après, la thèse elle-même avec mes mesures et les résumés, hein, donc ça va être très intéressant. Après, je pense que je vais la diffuser open source, gratuitement, on verra, ou peut-être faire payer quelque chose, ou un don pour ceux qui veulent, pour soutenir ces recherches. On verra. Mais l'important, c'est de diffuser l'information et de faire connaître. C'est surtout pour ça. C'est pas pour les quelques thèses que je vends par an. Ça, c'est pas important. Mais c'est surtout pour la diffusion de ces techniques. Parce qu'il faut que ça se connaisse et que ça s'applique, surtout que ça s'utilise pour les résultats. Hein, voilà. Donc. Ouais. Est-ce que vous avez encore des questions? N'hésitez pas. Ah, bonsoir Marc. Marc est aussi un ancien participant au stage, spécialisé. Lui, il fabrique des stations d'épuration des eaux usées des maisons et de particuliers, hein, donc en Belgique. Hein, donc, et il utilise aussi les principes, certains principes d'électroculture dans ces stations d'épuration. Hein. Et justement, je montrais l'eau là, hein, une eau qui est assez connue. Hein, je ne vais pas citer le nom parce que je ne sais même pas si on a le droit. Mais il disait que dans certaines mesures qu'ils ont fait de leur eau d'épuration, donc vous avez les eaux usées, les eaux de lavage, de vaisselle, de toilettes qui vont dans ces stations. Donc c'est des bassins avec des graviers de lave et de basalte et des plantes, hein, et des micro-organismes. Ben, l'eau qui en ressort, quand tout fonctionne bien, ben, elle est parfois plus pure que l'eau des plus pures qu'on trouve en bouteille. Hein, donc c'est quand même assez impressionnant. Et là, je vais vous montrer quelque chose par des méthodes naturelles. Hein. Et ce que je trouve un peu triste, c'est que quand on veut faire des épurations des eaux comme ça, dans des zones où on est obligé de mettre des fosses septiques et des choses comme ça, ben, on doit souvent batailler pour pouvoir ou faire des stations naturelles comme ça. Hein, que normalement, c'est beaucoup plus sain, c'est quand même beaucoup plus intéressant qu'une fosse septique classique, bien que voilà, ça peut aussi être intéressant, mais c'est quand même fou que quand on veut faire des choses bien, il faut souvent se batailler par rapport aux normes, par rapport à l'acceptation des dossiers, etc. En France, c'est quand même fou. Donc là, je vais vous montrer quelque chose. Ça, c'est des branches d'une taille que j'ai fait d'un arbre que j'ai planté, un cerisier. Hein. Maintenant, je ne sais pas si ça se bouture, mais j'avais mis ça, j'arrive pas à le jeter, alors j'avais mis ça dans un gobelet d'eau, là, une bouteille coupée. J'ai mis de l'eau, j'ai mis du basalte au fond. Ça fait déjà plus d'un mois. Hein. Et regardez l'eau, regardez comme elle est claire. Vous voyez l'eau comme elle est claire. Vous voyez, après là, il y a de la condensation parce qu'il est froid. Est-ce que vous voyez? Tout clair. Voyez. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai jamais vu ça. D'habitude, quand on met des branches, la matière végétale ou un bouquet de fleurs dans l'eau, après quelques jours, l'eau devient trouble. Ben là, j'ai mis une spiraligina comme ça. Vous voyez, j'ai mis dans l'eau. Mais d'abord, j'avais mis celle-là avec la pointe vers le bas, parce que je pensais augmenter l'énergie terrestre, hein, donc sous l'idée de Luigi Higuina, pour stimuler l'enracinement. Ah, je pensais, on verra bien, hein, c'est un petit test. Ben, là, je vois que l'eau reste super claire, super bien. Et j'ai aussi mis du basalte au fond. Hein, ça joue aussi peut-être. Hein. À mon avis, il y a les deux qui jouent.
Hein, donc là, vous voyez, j'ai mis du basalte. Et donc, c'est une expérience à refaire. Je vous invite à essayer. Hein. Donc, vous voyez l'eau comme elle est claire. Elle est vraiment cristalline. Hein. Elle est vraiment super claire. Hein. J'ai jamais vu ça. Hein. Hein. Donc, pour des plantes dedans, vous voyez comme elle est claire. Cristalline. Hein. Après, sur une caméra et dans la lumière un peu, c'est pas facile. Mais... Et après, regardez les pousses. Et il n'y a pas de racines. Hein, il n'y a pas de racines encore. Hein. Je vois pas. Mais ça pousse. Voilà, on verra bien. Je vais laisser comme ça. On verra bien. Je vais peut-être en mettre quelques-uns en terre. Je ne sais pas. Je vais voir encore ce que je vais faire avec. Ah, vous pouvez, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Hein. Mais vous voyez, c'est quand même assez fou. Hein. Hein, donc, je vous le remontre. Hein. Allez, hop. Et à mon avis, pour dynamiser l'eau, hop, on envoie. Ben, c'est pas comme ça que tu faisais, Andrea. Raconte-nous, parce que tu disais que tu avais des œufs de tes poules qui étaient extra grosses par rapport à la normale et que tu dynamisais ton eau avec des spirales. Si tu peux en dire un peu plus, comment tu faisais, comment tu fais. Ben, c'est un peu cette idée. Hein. Donc, j'ai pas encore essayé sur mes poules. Maintenant, je peux vous dire sur la couveuse. Donc là, tous les ans, je mets des œufs à couver dans une couveuse. Après, je laisse faire la nature aussi, mais mes poules que j'ai, c'est la race des poules, la poule d'Alsace dorée et elle n'est pas très bonne couveuse. Alors, je mets dans une couveuse artificielle pour les maintenir parce que c'est une poule qui est en voie de disparition quasiment en Alsace. Et il faut maintenir les races locales. Hein, je vous conseille, si vous avez des poules, ben, d'entretenir les races locales parce qu'ils ont tendance à disparaître. Et une fois qu'ils ont disparu, ils ont disparu. Et c'est des races souvent très résistantes. Et j'avais fait un lot où j'avais mis la pyramide dessus et j'ai eu un peu plus de 50% de réussite. C'est pas beaucoup. D'habitude, j'ai plus. Mais n'importe, voilà, chaque année est différente. Et après, j'ai refait une couveuse, mais sans pyramide. Donc après, à nouveau, 21 jours, sans pyramide. Et là, j'ai eu que sur 24 œufs, je pense que j'ai eu que 5 poussins. Donc, vous voyez la différence avec pyramide et sans. Après, c'est peut-être le coq que j'ai qui n'est pas très fertile ou pas bien. C'est possible parce que c'est un autre coq que j'ai d'habitude. D'habitude, j'ai un taux de réussite entre 70 et 90% en plus. J'ai déjà eu même 23 œufs sur 24 qui avaient réussi dans les années précédentes. Mais là, c'est pas très bon. Et là, maintenant, j'ai refait l'expérience. Maintenant, j'ai 12 œufs, j'ai mis sous la pyramide et 12 œufs, j'ai pas mis sous la pyramide. Et donc, je les ai mis dans la même couveuse en même temps pour voir. Donc, là, je pourrais mesurer euh, combien sera le taux de réussite. Et donc, maintenant, par rapport aux œufs, là, là, je vais encore lancer un pavé dans la main, mais là, ce sera un gros. Hein. Tenez-vous bien, attachez-vous. Ah, si vous connaissez, là, je ne sais pas si vous connaissez ces recherches de ce livre-là. Der Urzeitcode, hein, donc die ökologische Alternative zur Gentechnik, Luc Borghin. Hein, donc ça, c'est des recherches de deux chercheurs qui ont travaillé pour Ciba Geigy et Novartis aujourd'hui, je pense. Hein. Donc, ces chercheurs, ben, ils sont, comme par hasard, je ne sais pas de quoi, mais ils sont morts en même temps, environ en 2003. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'eux, ils faisaient? Donc, cette entreprise agrochimique semencière, après, je ne suis pas sûr si c'est bien cette entreprise-là, je vais pas, mais c'est Ciba Geigy, je pense, à vérifier. Hein, voilà. Je ne veux pas non plus, il faut faire attention à ce qu'on dit. Hein. Mais donc l'idée, ce que j'ai compris, c'est qu'ils voulaient augmenter le taux de germination de leurs semences pour avoir un avantage concurrentiel par rapport à leurs concurrents dans la vente des semences, la proposition des semences aux agriculteurs. Et ils ont fait des expériences avec des champs électriques.
Hein, donc, ils ont mis des semences dans des champs électriques de l'ordre de 10 000 volts et même plus au centimètre. Hein. Et ils ont mis ces semences quand ils commençaient à germer, donc quand ils étaient humidifiés. Hein, ils ont fait ce traitement. Et là, je vais vous montrer des choses qui bousculent la génétique. Hein, donc, c'est vraiment pour une entreprise de génétique, justement, hein, comme ces grandes entreprises biotechnologiques, agrosemencières, bah, ça bouscule. Hein, voilà. Ben, quand ils mettaient, par exemple, un maïs qui est dans le champ, bien droit, soldat A, garde à vous, ah, donc ils traitaient les semences de ce maïs, hein, donc les graines de maïs, et après ils ressemaient. Et qu'est-ce que ça donnait? Ça donnait un maïs, vous voyez, avec plein de... Ah oui, c'est là. Vous voyez, avec plein d'épis comme ça en bouquet. Hein. Et ça donnait aussi des maïs avec plusieurs tiges. Donc, ça faisait comme de l'étalage, je pense, ça s'appelle, ou je ne connais pas le nom exact, comme le blé qui fait plusieurs tiges, hein, qui étale. Donc, et les anciennes variétés, donc les ancêtres du maïs étaient comme ça. Donc, c'est comme si ce traitement électrique a réveillé des anciennes mémoires du maïs. Donc, ça montre quelque chose de très important, c'est que la génétique n'est pas figée. Vous voyez, la génétique, c'est pas comme on nous dit, voilà, la plante, elle a tel gène, elle a telle génétique, ça donne tant de pétales de fleurs ou tant où la forme de la plante est comme ça. Hein, comme ils font des tests de variété où là, est un peu 10 cm plus grand que l'autre et des bêtises pareilles. Ça, c'est pas la génétique. Non. Désolé de vous le dire, mais ça, c'est l'expression dans un certain environnement de la génétique, hein, l'expression, mais on appelle ça plutôt de l'épigénétique, c'est que l'environnement a une influence énorme sur l'expression génétique de son potentiel. Hein, donc, et l'environnement, je dirais, est même plus important que la génétique elle-même, quelque part. Hein. La génétique n'est qu'en résonance avec l'environnement aussi. Hein. Et en changeant des facteurs dans l'environnement, la façon dont la plante pousse va changer aussi. Et donc, ça, on voit aussi souvent avec les traitements d'électroculture, comme la pyramide et autres, c'est que les plantes ont tendance à réveiller des caractéristiques anciennes et à s'adapter beaucoup mieux à l'environnement aussi, au stress, à la résistance à la sécheresse, des choses comme ça. Et dès la première génération, tout de suite, il n'y a pas besoin d'attendre, il n'y a pas besoin d'attendre 10, 20, 30 générations pour que la nouvelle caractéristique est acquise ou est exprimée. Non, c'est tout de suite ça. Quand on travaille avec les énergies, les plantes s'adaptent beaucoup plus vite à l'environnement. Hein, et ça défie la génétique. Ça, les généticiens, ils ne veulent pas en entendre parler. Pour eux, ce n'est pas possible. Pour eux, ils veulent mettre des autres gènes. À la limite, ils veulent mettre un gène de poisson dans un plant de maïs ou n'importe pour qu'il soit plus résistant au froid ou pour qu'il... Non. Hein, ils font des bidouillages d'apprentis sorciers, souvent avec beaucoup d'effets secondaires catastrophiques. Et qu'en réalité, si on travaille avec les énergies naturelles, on peut arriver à des résultats impressionnants sans tout ce bidouillage génétique et tout en travaillant avec la nature, avec l'aide de la nature. Si on y croit même aux recherches de Don José Carmen, il suffit de demander. Vous demandez à votre chou, si vous voulez un chou de 10 kilos, ben vous demandez à votre chou de devenir 10 kilos parce que ça vous ferait plaisir. Vous dites, hein, j'aimerais bien un beau chou pour une fête de famille de 10 kilos. Ben, vous serez épaté que dans votre jardin, il y a un chou qui décide de devenir 10 kilos pour vous faire plaisir. Voilà. Hein, la nature, elle est comme ça.
Hein, c'est impressionnant, ça paraît miraculeux, hein, ce que je dis là, ou invraisemblable, mais quelque part, c'est une réalité. Et il faut oser demander, il faut oser communiquer avec les plantes, avec tout le respect, hein, avec la bienveillance, le respect, comment on communique avec ses enfants, avec ses animaux de compagnie, euh, hein, il faut oser. Il y a par exemple, en Allemagne, il y a une ferme qui s'appelle le Homerhof, c'est près du Bodensee. Et là, quand ils sèment par exemple une ligne de choux ou une ligne de légumes, ben, il y en a un, il va pousser un peu mieux qu'un autre. Et alors, ils vont mettre une petite pancarte à côté avec une couronne. Ils vont dire, voilà, toi, tu es le roi de la ligne, toi, tu es l'exemple pour tous les autres. Et les autres peuvent prendre exemple sur toi. Et ils ont des résultats remarquables. Ils ont des carottes, mais on rêve d'avoir des carottes comme ça dans son jardin, des grosses carottes bien belles et sans quasiment, je pense qu'ils sont en bio, ils utilisent quasiment pas d'engrais et c'est tout des méthodes que naturelles. Ah, ils ont des résultats remarquables. Donc maintenant, pour revenir à ça, donc ça, c'est pas la seule expérience qu'ils ont fait hein, sur le maïs. Après, ça va plus loin. Par exemple, ah ben là, regardez là. Après, moi, je parle pas allemand. Ah, ou je comprends pas tout. Mais dans leur histoire, après, je ne sais pas si c'est la bonne photo. Hein. Excusez-moi si je me trompe, mais sinon, vous avez le livre, vous le trouvez sur Internet. Et je pense même que je l'ai un jour trouvé en PDF. Donc, je peux retrouver ça. Donc, vous avez la fougère classique là, qu'on trouve dans les bois. Là, hein. Ben, ils ont pris des spores et ils ont fait subir ce traitement. Et alors, il y a une fougère qui est sortie qui correspondait à une fougère qui a déjà disparu depuis des millions d'années sur Terre et qui retrouve dans les fossiles. Vous imaginez? Donc, ça montre que ça a carrément réveillé vraiment des mémoires, même très, très anciennes, de cette fougère. Donc, ça montre que toute la mémoire de la plante est dedans. Imaginez, vous mettez, je sais pas moi, voilà, un spermatozoïde et un œuf un ovule un humain, ben après il ressort un Néandertal, peut-être, je ne sais pas. Alors, après, en une fois, on est tout poilu, tout grand, ouais, monstrueux, hein, bien costaud, hop, hein, la brouette avec, euh, avec 50 kilos de basalte, hop, on la soulève avec une main comme ça. Voilà, je dis ça pour rire. Hein. Mais c'est pour dire, après, on se dit, mais pourquoi je mets des vêtements? Moi, j'ai pas froid, moi. Voilà. Donc, on est beaucoup plus adapté alors à la nature qui nous entoure. Hein. Parce que ça va réveiller nos caractéristiques anciennes. Un autre exemple. Je dis ça pour rigoler. Hein. Je ne suis pas pour faire ce genre d'expérience d'apprenti sorcier, mais ces expériences nous apprennent beaucoup de choses. C'est que la génétique n'est pas figée et que la plante peut réveiller ses caractéristiques anciennes si elle est dans les bonnes énergies qu'elle a besoin par rapport aux stress environnementaux. Hein. Euh, voilà. Même les réchauffements climatiques, ou tout ça, si c'était vrai, on va dire, considérons que c'est vrai. Après, moi, je ne crois pas du tout. Mais, il y a des bouleversements, oui. Il y a beaucoup, ils manipulent beaucoup de choses et ils nous manipulent déjà aussi. Il faut beaucoup d'expérience, ça, oui. Mais euh, euh, voilà, après les théories officielles, en général, c'est assez faux. Mais là, regardez, les truites. Andrea, comme tu es bon pêcheur, toi, regarde les truites. Donc ça, c'est les truites. Ils ont pris des œufs de truites normales, hein, de rivière, d'élevage. Hein. Et après, c'est devenu une truite, comme là en dessous. Attendez, vous voyez? Une truite saumonée sauvage. Vous voyez? Hein. Donc, c'est une truite beaucoup plus sauvage. Hein.
avec un bec, avec un museau qui correspond à des truites saumonées sauvages. Et c'était à la base, ils ont pris des œufs de truites normales d'élevage. Voilà. Hein, donc imaginez, vous prenez votre petit caniche, hein, vous traitez ses ovules et spermatozoïdes et il sort un loup. Ah, voilà. Un exemple, ben là encore, un exemple là. Hein, donc, ouais, voilà. Hein, donc, ils ont pris une sorte de truite d'élevage classique et c'est devenu une truite plutôt sauvage. Hein, voilà. Voilà. Pareil sur le blé. Et ça, j'ai rencontré il y a un Alsacien qui s'appelle Roland Rinert, qui a fait des expériences, qui a refait, qui a bricolé une petite machine, parce que c'est pas difficile à bricoler. Il suffit de faire un champ électrique d'environ 10 000 volts par centimètre et vous avez déjà des résultats impressionnants. Et donc, il a traité, par exemple, des graines de blé. Regardez, regardez, regardez. Il m'a montré, hein, donc lui, il a aussi eu ça. Il y avait jusqu'à 100 tiges pour une graine de blé. Il a poussé 100 tiges dessus avec des grands épis dessus. Avec vraiment des beaux épis. Hein. 100 tiges. Imaginez, vous avez un champ comme ça avec, où vous semez du blé. Déjà, vous avez besoin d'en semer beaucoup moins au mètre carré. Et, ça permet, ça permet de vraiment d'augmenter les résultats énormément. Après, euh, pourquoi cette entreprise a arrêté ses recherches? Ben, l'hypothèse derrière serait que euh, les plantes, ils ont remarqué que les plantes, à ce qu'on pense, à ce que j'ai entendu et compris, on va dire, hein. Après je ne comprends pas tout, hein. Et, on va prendre les précautions à ce que je vais dire là. Mais les plantes étaient beaucoup plus résistants aux maladies. Disons qu'ils tombaient plus malades. Et ils s'adaptaient plus à l'environnement et ils poussaient même sans engrais après les traitements. Hein? Dans la nature, ils ne poussent pas avec des engrais, hein? C'est l'humain qui a inventé ça. Euh, donc, ils poussaient sans engrais, ils ne tombaient pas malades. Ben, ça crée trop dans le chiffre d'affaires de ces sociétés agrochimiques. Hein? Vous voyez? Donc, ben, alors ils ont arrêté parce qu'ils veulent quand même garder leur chiffre d'affaires. Hein. Voilà. Ah, je pense, hein, voilà. Hein, je pense pas qu'ils veulent se tirer des balles dans leurs propres pieds. Hein, et en plus, ça bouscule toute la génétique. Donc, leur théorie, les millions qu'ils investissent dans ce domaine, ben, tout à fait bousculé. Hein, donc, je pense que ça a dérangé. Mais je pense que ça, c'est des genres d'expériences qui peuvent en intéresser plus d'un. Maintenant, c'est pas eux les inventeurs de ça. Hein. Il ne faut pas croire qu'eux, ils ont inventé ça, même s'il y a eu des brevets là-dessus, je pense. Hein. Mais je vais vous montrer un autre livre qui parle de choses très similaires. Très, très similaires. C'est le livre dont j'ai déjà parlé, Seat of Knowledge, Stone of Plenty. Et là, c'est intéressant aussi. C'est un livre avant parce que ça, ce livre, il date de. Donc, ce livre, Code, il date de. Je vais vous dire. 2007. Voilà, il y a marqué là 2007, je vois. 2007. Hein, voilà. Et que l'autre livre, celui-là, où ils font pareil, ils mettent des semences d'un champ électrique de haut voltage, de haute tension, et ils ont aussi des résultats remarquables. Et donc, du coup, là, ce livre, mais lui, il se base sur les pyramides, sur les effets des pyramides. Et après, ils ont fait un appareil électronique pour imiter le champ électrique qu'il y a au-dessus des pyramides. Vous voyez, qui est très dense. Hein, parce qu'ils ont remarqué que quand ils mettaient des semences à cet endroit précis, ou parfois aussi à l'intérieur des pyramides, hein, ou dans certaines chambres anciennes de roches, ou qui concentraient les champs électriques et magnétiques, ben, ils remarquaient que les plantes poussaient beaucoup mieux.
et était beaucoup plus résistante et s'adaptait beaucoup plus à l'environnement. Et donc, ils ont fait un appareil électronique. Et donc, ça, c'est un livre que je respecte, j'admire énormément. Et ça, voilà, 1978. Donc là, voilà, figure. Ah non, excusez-moi. Non, c'est 2005. Ah, c'est juste une photo qui est 1978. Non, le livre est de 2005. Donc l'autre livre est 2007. Donc c'est 2 ans après. Mais des chercheurs des recherches des années 90, je pense. Mais ce qui est marrant, c'est que après, est-ce que les idées sont dans l'air ou pas, je ne sais pas, mais c'est des idées assez similaires qui circulent dans ces deux livres. Bien que ça parle beaucoup plus des énergies aussi, c'est beaucoup plus dans notre philosophie, on va dire, beaucoup plus intéressant, je trouve. C'est tous les deux intéressants. Mais dans ce livre-là, jamais ils font référence aux recherches de lui. Peut-être qu'ils ne se connaissaient pas. Peut-être, je ne sais pas. C'est une question qui se pose. Mais en tout cas, c'est un peu une technique qui a été développée à la fin, qui est assez similaire, donc de traiter des semences sous des hautes tensions avant de le semis. Et donc là, je vais vous montrer une photo, mais je vous ai déjà montré. Donc là, ils ont mis, par exemple, ça c'est la pyramide de Tikal au Guatemala. Donc c'est une pyramide type nubienne, et il y a comme une chambre tout au-dessus, là, comme un local, comme un dolmen. Et donc, ils ont mis des graines de maïs là au-dessus. Après, personnellement, honnêtement, c'est plus simple d'utiliser une pyramide que d'aller utiliser des appareils électroniques. Dans une pyramide, vous pouvez mettre un big bag de semences dedans. Vous pouvez même plusieurs big bags. Il y a même des agriculteurs. J'ai mis des photos. Ah oui, je vous invite à aller voir la page pyramide de mon site Electroculture Van Doorn parce que j'ai rajouté des nouvelles photos des dernières semaines, j'ai rajouté sur cette page que des agriculteurs m'ont envoyé, où ils mettent des big bags, où ils mettent 25 tonnes de basalte dans la pyramide, donc pour vous montrer que ça se fait réellement, que c'est pas des élucubrations à Yannick Van Doorn, que ça se fait vraiment réellement, et ils ont des bons résultats. Bientôt, on aura encore plus de résultats. Je mettrai aussi plus de photos sur les pages au fur et à mesure qu'il rentre. Mais par exemple, ça c'est le groupe témoin. La germination de 40 graines ou de certain nombre de graines de maïs, donc qui ont 11 ans, 11 jours là, après 11 jours. Donc ça c'est le groupe témoin, vous voyez, je remonte, le groupe témoin au-dessus. Et après, le groupe qui a germé donc après, ça c'est après 12 jours, le groupe qui a été mis au-dessus de la pyramide pendant qu'il y a un peu d'électricité dans l'air par le vent, etc. Donc vous voyez, donc ça c'est le groupe qui a germé au-dessus, vous voyez là au-dessus. Vous voyez, attendez, c'est là. Vous voyez, meilleure germination. Et là, pendant un temps orageux. Donc ça, c'est des graines qui ont été sur la pyramide pendant un temps orageux. Donc ça montre que l'activité de la pyramide dépend ou est influencée énormément par le temps électrique, par la présence d'électricité dans l'air, on va dire, par temps orageux ou temps calme. En temps calme, les effets sont beaucoup moins grands que par temps orageux. Donc, si c'est un temps orageux et vous voulez semer des choses avant, mettez tout dans la pyramide et là, vous allez les booster. Regardez. Vous voyez là? Oui. Donc ça, c'est très intéressant. Donc beaucoup plus de... je vous fais la comparaison de nouveau. Donc ça, c'est témoin. Et ça, c'est par temps orageux. Vous voyez là en dessous. Donc voilà. Et au-dessus, c'est par temps normal, on va dire. Vous voyez là. Impressionnant, impressionnant. Voilà. Et donc là, après, ça mérite de faire pousser les maïs jusqu'au bout pour voir les résultats que ça donne.
Hein, par temps orageux, c'est comme si vous mettez plus d'électricité, que la tension augmente. Hein. Et donc, du coup, voilà, ça c'est vraiment quelque chose à faire, comme on est tous dans les semis, là, dans nos jardins, et utiliser une pyramide, c'est vraiment très, très intéressant. Hein, voilà, voilà, voilà. Là, j'ai fait un tour de beaucoup de choses de nouveau. Hein. Euh, euh, il y a... Ouais, ça, c'est un autre sujet. Le grain fermenté, ça, c'est très intéressant. Ça, c'est un petit livre, Le mou et le grain fermenté. Hein. Donc, la manière naturelle pour rester en bonne santé. Hein, c'est un petit livre c'était un petit livre de pub d'une société, mais c'est c'est de l'inventeur, l'inventeur, de ceux qui font les produits cannés pour l'agriculture. Avant ça, il- il parlait déjà de ces grains fermentés. Vous prenez un volume de céréales en biodynamie important, qui soit de meilleure qualité possible. Euh, et vous remplissez le seau d'eau bien à rabord, que tous les céréales sont couverts d'eau, et après vous laissez fermenter. Hein, donc il y a les ferments naturels qui sont sur les grains, qui vont se mettre à se multiplier, qui vont se nourrir de l'amidon des grains, et ça va se mettre à fermenter. Il y aura des petites bulles qui vont se former. Vous mettez ça à une température entre 20 et 25 degrés. Donc, près de votre chaudière, par exemple, dans un local ou à l'intérieur de la maison, tout simplement. Et après un jour, vous mélangez un peu, les petites bulles vont remonter, vous nettoyez bien vos mains, qui restent bien propres, que vous ensemencez pas avec des mauvaises bactéries. Donc, vous utilisez de l'eau propre et de l'eau de source de préférence, ou de l'eau de pluie ou de l'eau de source, mais sans chlore, sans produits chimiques, de l'eau de meilleure qualité possible, je dirais. Alors, de l'eau de source, tout simplement. Euh, et, euh, et vous verrez, ça va fermenter. Et après 2 jours, vous avez comme un lait, c'est vraiment une substance qui va sentir la lactofermentation. Très frais, très un peu acide, à cause de l'acide lactique qui a été libéré par la fermentation. Et ça, c'est un produit très, très fertilisant, dans le sens que ça va stimuler énormément la vie microbienne du sol et la santé des plantes, et ça va les nourrir d'une certaine façon. Hein, mais moi, je vois tout ça énergétique aussi. Hein. Je peux vous dire, ça marche très bien. Quand j'ai fait mes tournesols géants, hein, que vous voyez les photos sur ma page Internet, j'y avais plus pensé, mais j'ai mis de l'électroculture en place, mais j'ai aussi mis un peu de grain fermenté qu'un ami m'avait donné pour tester, que j'avais mis à chaque graine, en dessous de chaque graine que j'ai plantée. Hein, donc, pour vous dire. Mais après, j'ai plus pensé à ça. Et donc, la combinaison de cette technique avec l'électroculture, c'est une combinaison magique. Hein. Et après, encore avec le son, la musique, tout ça, je vous dis pas. Hein, mais déjà ça donne déjà des résultats impressionnants. Hein. Hein. Surtout si votre sol a besoin d'un coup de pouce d'équilibre microbiologique, hein, ou s'il y a des maladies, ça aide énormément à augmenter les résistances aussi. Hein, donc, et c'est quasiment gratuit, vous faites vous-même, hein, vous prenez des céréales biodynamiques, vous mélangez à l'eau et vous avez votre solution. Après, vous le stockez, vous le mettez au frais après 2 jours, 3 jours, je dirais, vous mettez au frais. Donc, après, vous diluez, on va dire, un petit peu, et vous rincez les grains, et vous stockez le liquide dans des bidons à l'abri de l'air, donc bien rempli, à l'abri de l'air et de la lumière, au frais. Et comme ça stabilise. Disons que l'acide qui a été formé par la lactofermentation va stabiliser la solution tout seul, naturellement. Et même 1 an après, c'est encore bon. 2 ans après, 3 ans après, ça reste bon, hein, hein, si c'est bien stocké. Et après, moi, je dilue à chaque arrosoir, ou presque, hein, quand j'y pense, je prends une bouteille que j'ai remplie comme ça à l'avance, et je verse un verre dedans, par exemple. Hein.
Parce que pur, il ne faut pas l'utiliser pur, c'est un peu trop fort, c'est trop acide, c'est trop. Mais dilué, ben, vous avez des millions de bons micro-organismes et vous allez ensemencer votre sol avec ça, avec des micro-organismes naturels qui vont être les ferments pour stimuler encore plus la vie. Mais moi, j'aime bien mettre ça aussi sur le paillage, justement. Ça aide le paillage à se décomposer de la bonne façon. Et j'aime bien aussi mélanger un peu de basalte avec ça. Si vous avez des arbres malades, des plantes malades, ben vous faites un mélange de basalte en poudre, par exemple, avec un peu de cette solution. Et je peux vous dire, ça fait des résultats super, hein, super. Ah, ça donne des résultats assez remarquables, hein. J'ai déjà vu des arbres revivre après ça, hein. Voilà, c'est une petite astuce en plus, hein. Donc voilà, on a fait un peu le tour, hein, de différentes choses, hein. Maintenant, je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir. Je vais vite lire vos questions, encore vite fait. Ah ben voilà, François Nézus met la référence du livre, hein. Donc c'est La vie secrète des plantes et La vie secrète de la nature. Et il y a aussi La vie secrète du sol, c'est celui-là que j'ai montré, hein. C'est le livre le plus complet de Peter Tompkins. Il dit que La vie secrète des plantes et La vie secrète de la nature a été réédité en 2018. Très intéressant. Voilà, mais c'est dommage que c'est pas La vie secrète du sol. Donc celui-là, vous l'aurez en PDF alors, hein. Merci François. Oui, j'ai pas de petit verre de blanc Rascoual ce soir. Je suis un peu fatigué. J'ai du thé ce soir. Voilà, là c'est du thé. Ah, c'est une tisane que mon épouse a faite. Je ne sais même pas exactement ce que c'est, mais c'est bon. Ouais. Ouais, ça fait du bien en tout cas. Et donc, bonsoir Diane. Donc là, je vais regarder qu'est-ce que tu dis. Est-ce que tu penses qu'on peut mettre du basalte dans un pichet d'eau pour consommation, pour améliorer la qualité et bien sûr avec anneau Lakowski ou spirale? Ouais, pourquoi pas. Moi, je pense, je mettrais plutôt du gravier. Tu le laves bien et tout. Après, à la limite, je pense que du basalte, ça fait pas de mal pour la santé, même si on en ingère. J'ai ma fille qui en avait mangé, qui avait mis ses mains dans le sac de basalte et qui en avait mis dans la bouche, qui en avait mangé. Elle en avait plein le visage. Euh, Elle n'a pas été malade du tout de ça, hein. Honnêtement, elle a plein d'énergie. C'est un peu comme Obélix qui est tombé dans la potion magique, hein. C'est un sacré phénomène, hein, ma fille. Voilà, alors euh, je ne dis pas que vous devez, que tous vos enfants doivent aller dans le basalte, hein, parce que moi je vous dis, si vous allez avoir besoin d'énergie pour les suivre, hein. Ouais, voilà, voilà. Réveiller le Bigfoot gaulois, il dit. Ouais. Ouais, donc Thierry Martinez dit talage. Ouais, c'est le mot, c'est talage. Multiples tiges épigénétiques. Ouais. Titre du livre, Yannick. Tu parles de quel livre? Peut-être celui-là que tu voulais dire, le moule et le grain fermenté. Hein, donc c'est tout simple à faire, hein. Ça soigne plein de choses. Il y a sûrement d'autres livres. Ça, c'est un vieux livre plus de publicité. Ah non, ce livre est paru chez WOS, Rédaction und Verlag GmbH. Voilà. Je pense pas que ça se retrouve encore. C'est mon beau-père qui m'a prêté ce livre. Mon beau-père, lui, c'est un agriculteur en biodynamie, hein, depuis très longue date. Il en a testé énormément de choses, hein, dans sa vie. Je peux vous dire, hein, il a une sacrée expérience. Et ça, il a aussi testé parmi plein d'autres choses. Ouais. Donc, je vais. Donc, bonsoir Valuse Evelyne. Ah, bonsoir Jean-Paul. Merci pour tous tes conseils et astuces, hein. Et voilà, voilà. Bonsoir Eric.
Donc, avant de dynamiser, Eric dit, avant de dynamiser, ne pas laisser d'emballage avec un code barre, gène code. Pas favorable pour le vivant. Oui, ben, moi, en tout cas, c'est vrai. Et il dit, voilà, on peut détecter l'effet par test kinésiologique. Ouais, pour ceux qui connaissent les tests de résistance musculaire ou de kinésiologie, c'est vraiment un très bon outil, facile, simple. Si vous êtes à deux personnes, vous pouvez facilement le faire entre vous pour tester si une solution est bonne ou mauvaise. Votre corps réagit par une plus grande résistance si une solution est bonne et réagit par plus de faiblesse, on va dire, si une solution est mauvaise. Donc, c'est tout simple à faire. Là, sur une vidéo, c'est difficile à vous montrer comment faire. Faut mieux voir ça en vrai. Mais peut-être qu'il y a des vidéos sur Internet qui vous montrent des petits tests comme ça. Et c'est des tests vraiment, c'est pas une question de croyance, hein, c'est vraiment, ça fonctionne très très bien. Hein. C'est vrai que les barcodes, les gènes codes, moi j'ai tendance à tous les objets que j'achète, qui rentrent dans la maison, que j'utilise au jardin, j'enlève les gènes codes hein, systématiquement. Moi je supporte pas ça. Hein. Énergétiquement, c'est vraiment pas très bon. Donc autant enlever tout simplement. J'ai même appris à ma fille, dès qu'elle voit ça, elle l'enlève et maintenant elle est toute fière. Quand elle l'a enlevé, elle est toute contente, tant mieux. C'est très bien hein, parce qu'il faut enlever ça. C'est tous des codes d'énergie assez négatifs en général. Les formes ont leur importance et ont leur influence, hein, donc si on peut éviter. Et sinon, si vous ne pouvez pas l'enlever, que c'est imprimé sur le sac, ben vous mettez un coup de marqueur dessus pour le saboter d'une certaine façon. Ça marche aussi. Voilà. Moi, il y a... Ah, il y a Andrea qui dit, moi, je l'emploie aussi, plus lapillo-volcanique, plus basalte. Ah ben voilà, Andrea, il raconte ses petits secrets. Hein. Il utilise aussi donc ces micro-organismes, on dirait, hein, donc, pour améliorer ses résultats sur ses cultures. Moi, je peux vous dire, il y a un endroit dans un bout de prairie où j'avais planté des pommes de terre il y a 2 ans. J'ai fait la moitié avec les micro-organismes, la moitié sans. Et je n'ai pas fait d'électroculture là, c'était juste pour faire ce test. Ben, j'ai vu, c'était quasiment du simple au double, hein, le résultat. Donc, c'est vraiment très efficace. Le basalte aussi, info, j'avais mis dans ma prairie en juin 2017. J'avais fait des carrés dans la prairie où j'ai mis du basalte. La première année, donc vers l'automne 2017, quelques mois après, je n'avais pas vu de différence encore sur l'herbe dans la prairie. Après, c'était difficile, il y avait mes animaux qui allaient régulièrement dessus aussi, etc. Mais je n'avais pas vu de différence. Mais c'est que l'année d'après où j'ai vu énormément de différence. Donc, c'est cette année, hein, donc là, au printemps qui sortait, ben, je voyais l'herbe était 2 fois plus haute sur ce carré qu'à côté. Hein. Il y a même un agriculteur dans un des stages précédents, il a pris des photos. Hein, je l'ai vu, il a été jusque dans la prairie là pour aller prendre des photos. Ça se voyait très fort. Hein. Donc, c'est vraiment très efficace. Et j'avais juste saupoudré la surface. Après, les animaux, la pluie, il fait son travail. Hein, les micro-organismes, les vers de terre. Souvent, ils adorent les vers de terre, hein, le basalte. Voilà, voilà. Donc, on a fait un petit tour. Hein, donc là, donc voilà. Donc, moi, je vais me préparer et doucement aller me reposer. Comme ça, demain, je suis en forme pour animer le stage. Ici, ah oui, juste pour info. Excusez-moi. Ouais, donc ici, ils annoncent, il y a déjà gelé la nuit passée, là, quand même bien gelé, hein, tout était bien gelé. Il y a des arbres qui commencent à fleurir. J'habite à 550 mètres d'altitude. Aujourd'hui, toute l'après-midi, après-midi, il neigeait. Après, c'est bien, pas bien, dans le sens que c'est un défi, parce que là, il y a la glycine, par exemple, qui est prêt à fleurir. S'il gèle un peu trop dessus, il n'y aura pas de fleurs, c'est dommage. Mais là, je vais faire un test, je vais mettre l'émetteur sonique à différents endroits dans mon jardin.
pour aider à augmenter la résistance au gel, hein. Voilà, donc je vais mettre ça en route là ce soir là pour toute la nuit. Euh, et je suis vraiment très curieux de voir les résultats. Après, si gèle vraiment de trop, alors ça pourra pas aider. Mais si c'est à la limite, là, on pourra voir des différences, hein. Donc ça va confirmer ou pas ce que je dis. Voilà, c'est un petit test. Je pense que c'est pas par hasard qu'il gèle, hein. Mais après, c'est tous les ans, hein. En avril, il gèle encore. On n'est que le 13 avril. Chez nous, il peut encore geler facilement jusqu'au 15 mai. Alors, voilà. Euh, donc. Ben voilà, on a fait un peu le tour, hein. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, qu'on a appris de nouveau des nouvelles choses. Et euh, en tout cas, merci beaucoup à vous tous pour tous les partages et témoignages sur les groupes et les pages, hein, sur Internet. Euh, euh, et donc vraiment un grand merci à vous tous. Et vraiment au plaisir de lire et de voir vos prochains partages, hein. N'hésitez pas à prendre des photos de ce que vous voyez dans vos jardins, de vos résultats, des petites vidéos même si vous voulez. Vous pouvez aussi publier ça, hein, sur Facebook maintenant. N'hésitez pas à faire ça, c'est comme ça on apprend et c'est vraiment, c'est, c'est un plaisir quand on a travaillé, par exemple, même toute la journée dans son jardin ou après le travail encore quelques heures et qu'on regarde après les messages électroculture, de voir un témoignage d'un copain et de la communauté, de nouvelles expériences, et des résultats. Hein. Après la télé à côté, c'est rien. Après, on n'a plus envie de regarder les mensonges à la télé. On préfère regarder, on va dire, les groupes électroculture et permaculture et jardinage. On apprend énormément de choses. Euh, ben, merci, un grand merci à Patmeuse qui est venu me visiter, qui m'a donné un plan de fenouil perpétuel et un plan de pimprenelle. Je suis très content du fenouil. J'espère qu'il va bien pousser, hein, parce que c'est justement un plan que je voulais depuis quelque temps déjà. Et un grand merci, hein, c'est la magie du partage et des visites, des rencontres. Donc, un grand merci à vous tous et je vous souhaite bonne continuation au jardin, bonne culture, bon résultat. Et voilà, au plaisir, à la semaine prochaine, probablement samedi soir de nouveau. Euh, euh, et je vous réserve quelques surprises. Là, en ce moment, je vais déjà vous dévoiler peut-être un petit truc. Je suis en train de regarder des vieilles vidéos que j'ai faites il y a des années, de petits témoignages dans mon jardin et je pense que je vais en mettre là quelques-uns sur YouTube prochainement. Donc, vous allez voir quelques petits témoignages en plus très sympathiques et parmi d'autres, hein, parce que là, on en reçoit de plus en plus de témoignages. Donc, voilà. Allez, au plaisir. Merci beaucoup, hein. Salut. Merci à vous tous, hein. Un grand merci pour tous vos j'aime et vos petits cœurs. Ça me fait un grand plaisir. Voilà.